Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Deauville, l'émission qui débriefe les films sur tapis rouge, même sous la pluie. C'est le deuxième épisode spécial sur l'édition 2020 du Festival du cinéma américain de Deauville. Vous pouvez retrouver le premier ainsi que l'épisode classique du week-end en remontant le fil des épisodes. Voilà, on parlait de Énorme, Poisson Sexe et Emma ce week-end. Voilà. Oui. Voilà, pour ceux qui nous écoutent lundi, voilà, qui n'ont pas écouté l'épisode du week-end, voilà. Vous avez plein de choses à rattraper. Poisson sexe. Oh pardon. Yeah. J'étais obligé. C'était obligé. Je suis Thomas et avec moi, en léger différé depuis la ville à claque, les stars de la critique. Thierry, bien sûr. Thierry. Oui, bonsoir Thomas. Ah oui, un beau différé, quoi. Il est directement... Alors lui, il nous a attendu depuis Los Angeles. Il a pas compris que le cinéma américain, c'était en Europe. Oui, parfaitement. Alors nous sommes ici, alors nous on est à Los Angeles, mais voilà, on nous a dit qu'il fallait traverser l'océan, mais visiblement on s'est retrouvé au Japon. On a l'air un peu con. Voilà. Il va être long cet épisode. Marwan, évidemment. Alors moi je suis venu pour le drama, d'accord ? Ok. Alors tu ne sais pas où ça va, mais ça y va quand même. Zéro tension. On se croirait dans un des films de l'après-midi, dis donc. Et Valentin toujours. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Et bien sûr, avec l'équipe, nous avons aussi des invités de choc, Gabin de Cinématrack et Silence Moteur Action. Oui, alors attendez, je passe sous un tunnel là. Merde. Voilà. Non, je suis là. Oh oui. Salut. Et pour calmer un peu tous ces garçons indisciplinés, nous avons Margot dans ce film ciné. Qu'on fait passer en dernière, très bien, je note. Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'on garde les meilleurs pour la fin. Exactement, voilà. Heureusement que tu es là, Gabin. Nous reviendrons ensemble sur les films projetés ce dimanche, troisième jour du festival, enfin deuxième si on exclut la soirée d'ouverture, enfin bon bref. En compétition aujourd'hui, Last Words de Jonathan Nossiter, Uncle Frank de Alan Ball. Et en avant-première, A Good Man de Marie Castille Mention Char, Les Deux Alfred de Bruno Podalides, et si on a le temps, à la fin, les Docs, The Last Hillbilly. Ben oui, on aura le temps, bien sûr, c'est un podcast. C'est juste qu'on enregistre à 1h du mat, donc ça va dépendre du facteur humain. Et Leap of Faith, William Friedkin, The Exorcist, le making-of de l'Exorciste. Non, c'est pas ça ? Pas exactement. Pas exactement. Ah mince, on m'aurait menti. On va y revenir. Bon, une belle journée en somme et on commence tout de suite par la compétition. Compétition magnifique avec Last Words. Last Words, sortie prévue le 21 octobre 2020, film qui était estampillé Cannes 2020. Également, film de Jonathan Nossiter avec Khalifa Touré, Nick Nolte, Charlotte Rampling, Alba Rochewasher et Stellan Skarsgård. Une histoire de fin du monde et même l'histoire du dernier cinéphile et même cinéaste avant la fin du monde. Très déprimant. Qui veut se lancer sur ce film de fin du monde ? Gabin, je te sens prêt sur ce film, je te sens bien. J'étais pas prêt du tout. Ça m'a énormément perturbé à ce moment où on dit à nouveau que le cinéma est en train de mourir parce que les films ne sortaient plus pendant le confinement, parce que les plateformes prennent le pas sur les salles de cinéma. Jonathan Nossiter, lui, il a plutôt envie de nous dire que c'est le cinéma qui va nous survivre à tous et qui va toujours exister alors qu'on sera tous morts. Donc non, le cinéma n'est pas mort, continuera de vivre et sera toujours là, même quand nous, on ne le sera plus. Et est-ce qu'on a survécu au film, nous ? Alors, c'est visiblement très mitigé parmi mes camarades, dont certains ont un peu piqué du nez. Non. Ouais, c'était compliqué pour certains. On avoue. Qui appréciait le film ? Qui pour défendre ? Alors, il y a qui pour descendre, qui pour défendre. Sus révélateur. Qui pour descendre et qui pour défendre. Marwan, t'avais bien aimé, toi ? Ah bien sûr. Je n'ai pas dormi, donc à partir de là... Bam, C'est ta Tu peux ne pas dormir et pas apprécier le film. En fait, Marwan et moi sommes les seuls à ne pas avoir dormi. Les seuls survivants. Voilà, on est les seuls survivants. Ouais. Les deux derniers hommes. Mais justement, Marwan, ton retour sur ce film ? Je le trouve magnifique parce que c'est un film sur cette idée que le cinéma c'est plus qu'un art dans un sens où c'est la
De quoi? Parle, Ah, ok. vas-y. C'est plus qu'un art parce que c'est ce qui nous raccroche aux souvenirs et ce qui nous raccroche au monde, et dans le sens où il arrive très vite à nous proposer des passages où des gens n'ont pas vu d'images animées depuis très longtemps, et on a l'impression que c'est ces images animées qui reconstruisent ces peuples, qui reconstruisent une société, qui rappellent comment on vivait, et j'ai l'impression que c'est, en plus d'être un art, c'est de l'histoire, et je trouve qu'il y a une certaine philosophie dans sa manière de faire. C'est comme on a pu voir récemment avec Light of My Life, c'est que la fin du monde, elle n'est plus explosive, elle n'est plus dans une envie de divertir, elle est dans une envie d'être dans le côté le plus minimaliste possible, mais en même temps dans un côté beaucoup plus réfléchi, philosophique. Et dans ce film-là, c'est totalement ça. C'est la rencontre de des hommes avec un grand H, des femmes avec un grand F, et tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est beau, c'est que je trouve que, en plus de ça, l'image est magnifique. Il y a un jeu d'archives, il y a beaucoup d'images, de changements de pellicule qui jouent avec le fait que le personnage principal filme, donc avec ce qui reste d'une sorte de caméra, une sorte d'artefact d'une ancienne époque. Et c'est ça, en fait, on peut voir le film comme une sorte de patchwork de beaucoup d'images, de beaucoup d'époques, et je trouve ça fabuleux dans ce sens-là. Là où je te rejoins quand tu dis que ça parle de la vie, c'est vrai que de toute façon, c'est là aussi que le film s'éloigne un petit peu du cinéma pour parler de l'humanité en général. C'est quand, donc du coup, on a ce jeune homme qui, dès le début du film, nous déclare que selon lui, il est le dernier homme sur Terre et qu'il va justement rencontrer d'autres personnes. Il va rencontrer ce vieil homme qui lui montre des films avec son espèce de système de vélo là, qui lui permet d'alimenter électriquement son projecteur. Et les premières questions qu'il lui pose, bon déjà d'être très étonné de voir des images animées, c'est pas tant d'où ça vient, quand est-ce que ça a été tourné, c'est plus comment ça s'appelle ce truc dans le film là. Donc on est face à quelqu'un qui a perdu toute notion aussi d'histoire et d'humanité et qui va apprendre justement tout ce qu'il y avait avant par les images en fait. Et c'est là aussi que c'est important et que ça nous rappelle que le cinéma c'est aussi un art qui nous permet de nous documenter, de découvrir des choses, de nous cultiver aussi sur l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça, on ressent l'amour du cinéma en ce qu'il laisse une trace et un vecteur d'information, d'émotion aussi, puisqu'on fait découvrir le cinéma aux derniers survivants. Ça se passe, alors le film place ça en 2085, donc c'est pas si loin, et en même temps on a déjà tout oublié. L'Europe est ravagée, l'Afrique est inondée, est ensevelie sous les eaux même, complètement recouvert. Et donc les quelques survivants qui restent ne savent même pas ce qu'est une école. Visiblement, donc oui, il ne reste que du cinéma à faire découvrir. Alors on aurait pu faire le film sur la littérature, mais pour le proposer à du monde, ça aurait été compliqué. Non, c'est vrai, il y a plus... Bon, alors oui, après c'est un conte, quoi. Le fait de faire une caméra universelle qui te passe tous les films possibles avec tous les formats, bon, ça marche plutôt bien. Avec le Dolby Surround intégré. Bon voilà, mais bon, c'est pour la vanne facile. On a aussi une performance d'acteur aussi, parce que alors le survivant, c'est Khalifa Touré qui joue le jeune homme, le dernier homme sur Terre, qui est très bon. Et on a les vieux qu'on voit sur l'affiche, qui font venir, qui font financer le film. Clairement. Qui sont la raison pour laquelle on est venu. Ouais. C'est ça, Avec Nick Nolte qui est son mentor, et on a une Charlotte Rampling. Moi, j'ai trouvé méconnaissable, je sais pas où. Charlotte Rampling, après, elle a une carrière qui a toujours été, elle est partie dans tous les horizons possibles, mais là, ça fait plaisir de voir qu'elle s'est pas mal challengée pour ce rôle-là, je dirais. Je peux pas en dire plus. Mais... Je sais pas, c'est... Bref, un avis mitigé pour Last Word. Oui, Gabin. Alors, je voulais rebondir en disant qu'il faut quand même s'accrocher sur les plus de 2 heures de film, sachant qu'on passe quand même la bonne grosse partie du temps uniquement avec donc le personnage de Khalifa Touré et celui de Nick Nolte. Donc c'est vraiment l'histoire de ces 2 hommes qui se retrouvent ensemble alors que Nick Nolte ne voudrait pas que l'autre reste. Il y a tout cet apprivoisement en tout cas des deux pendant très longtemps avant qu'ils ne trouvent l'autre communauté menée par Stellan Skarsgård et donc Charlotte Rampling. Et donc c'est vrai que ça peut nous sembler un petit peu long, et c'est aussi je trouve le mélange des genres du film un petit peu qui essaie de faire le film post-apo en même temps un peu expérimental puisqu'il y a tout ce patchwork d'autres films, et aussi on sent que le film part dans quelque chose d'un peu étrange.
puisqu'il y a cette volonté de filmer ce que sont les derniers hommes, mais ils ont parfois des actions qui peuvent nous sembler peu logiques ou plutôt peu appropriées. Bah, justement, Charles Trampling, Thierry en parlait, c'est bien d'en savoir le moins possible, mais il se passe des choses bizarres quand même dans ce dernier lieu de l'humanité, voilà, Athènes, qui est le seul paysage beau du film, plein de couleurs. Donc voilà, c'est vraiment une expérience très déstabilisante, donc je peux comprendre que ça ait pu voilà, décevoir ou du moins provoquer des... Je me répète en fait. Que ça ait pu décevoir le public. Mais voilà, pour moi ça a été quelque chose de vraiment fantastique. Peut-être l'un des meilleurs films que j'ai pu voir justement sur le cinéma, sur la manière dont il nous aide à transmettre donc, tout ce que disait Marwan, transmettre le savoir des époques passées et comment immortaliser le présent et le préserver pour l'avenir. Oui, puis en même temps, en attendant de mourir, qu'est-ce qu'on a mieux à faire que tourner et mater des films? C'est ça. Plus près du micro, Marwan. C'est si- ça. C'est ça. Et puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'aspect documentaire, c'est qu'on avait toujours l'impression qu'on parlait de nous, mais au futur. Et en plus de ça, il y a aussi cette idée que ils meurent à peu près beaucoup, presque tous, d'une maladie où ils toussent, voilà, ils commencent un peu à... Et Ouais. c'est ça qui est terrible, c'est quand on nous crie que la maison est en feu et que voilà, on est encore en train de regarder puis à se dire ah bah tiens c'est une maladie qui va passer, mais en fait la maladie va passer peut-être, mais ça c'est pour des choses encore pires et là le cinéma c'est ça qui est trop fort, c'est que le cinéma c'est quelque chose qui va exister et qui va continuer, qui dépasse tellement de choses et en vrai ce qui est beau c'est que on s'est toujours demandé si un jour toutes les pellicules allaient disparaître, si le numérique allait disparaître, mais c'est ça c'est que c'est tactile, c'est le fragment, il le montre constamment et c'est trop bien. Je voulais rebondir aussi sur ce que disait Marwan, c'est que justement c'est pas un film qui joue dans le sensationnel, c'est pas du tout du blockbuster, et pourtant le film réussit à nous faire croire à cette ambiance complètement apocalyptique et au fait qu'on est vraiment sur le point de disparaître totalement, et c'est l'humanité qui disparaît, c'est pas tant la planète ou le monde qui disparaît, c'est l'humanité et c'est tout, et c'est nous qui sommes les seuls responsables de ça. Et aussi du coup c'est cette manière de se dire bon bah du coup comme on va tous crever, qu'est-ce qu'on peut faire là pour les derniers moments qui nous restent, et c'est assez beau. Mater des films. Comme on fait cette semaine d'ailleurs, c'est peut-être la fin du monde. On en aura profité. On en aura bien profité. Profitons-en, toujours dans la compétition du prochain film. Uncle Frank en a un petit extrait, me semble-t-il. You're gonna be the person you decide to be, or you're gonna be the person everyone else tells you are. Because you get to choose. You do. I wish I wasn't named Betty. It's a lady name and I'm only 14. So change it. Can't just change my name. Do anything you want. What about Liz? No? Liza? Betsy? Maybe Beth? Yeah, I like Beth. And there are so many things Beth can accomplish besides being a majorette. Uncle Frank d'Alan Ball avec Paul Bettany et Sophia Lillis. Ça a l'air bien. C'est très Ça a l'air bien. cool. Enfin, on est sorti Très, assez très bien, bien. visiblement. Voilà. Alors, bon, voilà, on a bien aimé. Voilà, ça spoil d'emblée la vie, un film d'1h35 sur donc l'histoire de Beth en 1973, jeune ado qui quitte la campagne pour aller étudier à l'université à New York où son oncle est professeur, et elle va découvrir là-bas le terrible secret. Il cache à la famille qu'il est homosexuel et qu'il vit en couple avec un autre homme. Oh. Mais que se passerait-il si jamais leur famille l'apprenait? Marwan. Ah bah. C'est un film du coming out américain assez classique au premier abord, mais ce qu'il a de fort en lui, c'est ses acteurs, c'est l'écriture des dialogues et comment ces interprètes arrivent à donner vie à tous ces échanges et à toutes ces péripéties. Et
c'est ça qui était assez impressionnant et fascinant, c'est que on est sortis tous les trois du film avec un sourire béat en mode putain, c'était génial, on était tous pris par tous ces personnages qui incarnaient en quelque sorte des stéréotypes, mais dans l'écriture était tellement fine qu'on l'acceptait parce que ça existait. Donc en gros ça et voilà, ces acteurs, Paul Bettany était impressionnant, et puis la jeune actrice qui joue dans ça, Sophia Lillis. Sophia Lillis était aussi très impressionnante, et ce film en plus de ça a une très belle photographie. C'est dans la forme un film qui est beau, qui est bien écrit, et qui, je pense, ne révolutionne rien, mais est appréciable, mais avec des grandes majuscules, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de situations de décalage et qui tombent doucement, qui tombent à pic. Et on rit parce que ce sont des réactions qui sont en réalité normales pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. Et qui en plus, on est dans les années 70, dans l'arrière-pays, on va dire. Dans un état du Sud aussi, il faut le souligner. Voilà, donc on rit de ce décalage-là, surtout avec ce recul, mais il n'y a pas de méchanceté. Enfin, il y en a un peu, mais c'est bienveillant dans l'ensemble. N'est-ce pas, Gabin? Oui. Ah oui, en plus, il y a un truc qui m'a beaucoup plu aussi, c'était la façon dont le récit a été fait, Thomas, tu vois. Oui. Je trouve qu'il y a un aspect de génération qui est intéressant. C'est qu'on suit des dialogues, des échanges entre la jeune nièce et l'oncle. Et il y a souvent une phrase qui est souvent dite, c'est oui, on est en 1973, et ça, c'est une phrase qui nous fait réfléchir et qui nous fait rire dans la mesure où en réalité, plus les générations avanceront, plus les gens changeront, et t'as cet aspect-là où ça se fait que par la transmission, par l'échange, et dans le rapport entre l'oncle et la nièce, c'est je pense un concentré de tout ça. Et c'est, je pense, l'intelligence du film, qui aurait pu être un coming out, un film de coming out dans le genre, ouais, parce que ça, dans le sud, assez bateau pour Sundance, où on aurait apprécié mais on l'aurait oublié le lendemain. Mais là, cette fois-ci, c'est quelque chose qui dépasse, je trouve, à un ton ce qu'est ce genre de film. Ce qu'il faut rappeler, je pense aussi, c'est que le film, du coup, est inspiré du moins d'une histoire familiale du réalisateur, qui donc évoquait dans la vidéo de présentation qui a été montrée juste avant le film, que c'était au moment où il est parti faire son coming out auprès de sa mère, qu'on lui a raconté, bah tu sais, ton oncle machin que t'as pas connu parce que il était déjà décédé, bah il avait un très très bon ami en fait dans les années 30, et bah, il s'est noyé, et du coup bah, le réalisateur s'est inspiré de cette histoire-là, de cet oncle qu'il n'a jamais connu, donc pour raconter l'histoire du personnage campé par Paul Bettany. Et comme Marwan le disait, Paul Bettany est vraiment très très bon dans le film. Ce que j'apprécie vraiment aussi, c'est vraiment cette relation entre lui et le personnage de Sophia Lillis, où on sent que, et c'est elle-même qui le dit dès les premières minutes, en fait c'est le seul adulte à montrer de la bienveillance envers cette jeune fille, à s'intéresser à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut devenir. Et il y a aussi toute cette notion non seulement de l'acceptation de l'oncle Frank, mais aussi de l'émancipation du personnage de Beth, à travers de quelques scènes du coup, où elle, en tant que jeune fille, s'assume pleinement, comme lorsqu'ils sont dans un garage parce que la voiture de l'oncle Frank est tombée en panne, diantre, et le mécanicien est un petit peu trop forceur avec la petite Beth, et qui demande à l'oncle s'il peut pas lui parler ou demander sa petite main. Et là du coup la petite Beth lui dit bah écoute, en fait t'as pas besoin de demander au petit monsieur là ce que tu penses de moi, tu peux me parler directement, et puis de toute façon t'as l'air tellement idiot que j'ai aucune envie de te parler. Et voilà, on disait, il y a plein de petits moments d'humour comme ça qui sont bien dosés, et là c'est tellement le moment d'émancipation qui tombe parfaitement bien, qui est composé de grosses punchlines qui s'enchaînent, et c'est absolument magique, tout comme la relation entre le personnage de Paul Bettany et de son copain. Voilà, tous les deux sont magiques aussi. Voilà, le petit copain interprété par Peter Macdissy. Voilà, au passage, complétons l'affiche jusqu'au bout. On l'embrasse. Jody Greer aussi, on l'embrasse beaucoup.
Un film d'ailleurs trop qui a bien. reçu beaucoup d'applaudissements. Il est bien parti pour la compète. Alors voilà, je la joue, on revient, la compète, les enjeux, les médailles, la On rappelle performance, un peu ce qui se passe ici quand même. Hein. le prix du public, tout ça. Bon bref, on ne le saura qu'à la fin. On fera des pronostics à la fin peut-être. Mais avec grand plaisir. En plus, pour le coup, c'est un film qui était assez accessible, en même temps très bien écrit et qui arrive sans peine à déclencher le rire. Et c'est ça qui était impressionnant et qui était qui était cool. Et vraiment aussi pareil, par le personnage de Wally, donne, je trouve, une nouvelle palette d'humour, une nouvelle palette de jeux. Ça permet de créer de la blague de situation, encore une fois, enfin, c'était comme si on vous proposait différents jouets ou des pièces qui pouvaient s'imbriquer et c'était à vous c'était tellement bien écrit qu'en gros, on était face à plein de situations dramatiques ou humoristiques fascinantes, quoi. En tout cas, on sent aussi qu'il y a vraiment une authenticité dans le récit qui permet de sortir un peu de ce qu'on a déjà pu voir un peu partout. Et je trouve que c'est notamment au niveau de la fin, donc je voulais pas trop en dire pour spoiler, mais voilà, il y a toute une question notamment de l'outing forcé, qui est une question très importante, et c'est vraiment le sujet du film, c'est quand tu es une personne homosexuelle et que tu veux faire ton coming out, c'est un moment que tu veux maîtriser impérativement. Et donc il y a tout le rapport entre l'oncle Frank et son père aussi qui est magnifique, qui est déchirant et magnifique à la fois. Je sais plus quel est le nom de l'acteur qui joue le père de l'oncle Frank, mais il y a toute une scène où les deux se parlent sans jamais se regarder, où on sent que c'est le déchirement complet quand le père apprend. Et c'est l'une des scènes les plus émouvantes du film, tellement elle est déchirante. Bon, je conclurai juste en disant que avec Valentin et Margot, nous ne l'avons pas vu. Parce qu'on est allé voir d'autres choses, mais du coup là, Je le rattrape demain, moi. Voilà, vous nous l'avez, enfin, on le rattrape demain, madame déjà. Oh merde. Eh ben ouais, hein. Tu nous as voulu, tu nous as. Pas d'injure à l'antenne, madame. Pardon. Flûte de flûte. Et ça donne bien envie, vous l'avez très bien vendu, donc bravo. Et si les gens n'ont pas envie de le voir autant que nous, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Ce sera toujours mieux que d'aller voir Goodman. Ne spoil pas. The Oh. Goodman. Alors c'est Stephen Roth le papa. Merci. Voilà. Alors The Goodman, voilà. Alors on en parle, ça y est. On reste dans la thématique LGBT QI+. On sent la subtilité des programmateurs de Deauville qui se sont dit tiens, on a mis un film sur les PD, là on va mettre un film sur les... Allez, on y va. C'est vrai qu'en matière de subtilité, on a mis les deux l'un à côté de l'autre. A Goodman de Marie Castille, mention char, avec Noémie Merlan, Soko, Vincent de Dienne et Jonas Ben Hamed. Gabin, il est au taquet, là. Ouais. J'ai attendu ce jour depuis Ma naissance. des lustres. Sortie prévue le 3 mars 2021. Voilà. Et c'est un film qui a déjà fait partie de lui, qui a déjà fait parler de lui au moment où on annonçait les films sélectionnés à Cannes. Puisqu'il avait un synopsis d'une élégance indéniable et voilà. Qui a fait réagir, et pour le choix de son actrice principale. Alors bon, je vous lis le synopsis maintenant officiel que nous avons T'as pas l'ancien dans le programme. Non, écoutez, non, on est politiquement correct ici. Alors qui va croire ça? Il y en a une qui a dit merde tout à l'heure. Oui, là ça y est, on est mort. Voilà. On va se faire kicker par le bot. Aude et Benjamin s'aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors Benjamin décide que c'est lui qui le portera. Oui, alors parce que ce que dit pas le synopsis du coup, c'est que Benjamin est transgenre. Voilà. Et donc l'ancien synopsis, c'était... parce qu'avant, Benjamin s'appelait Sarah. Voilà. Donc Benjamin, vous l'avez deviné, c'est le rôle qu'interprète Noémie Merlan, qui a beaucoup travaillé sur sa voix, visiblement, enfin à l'audition. Ouais. C'est particulier. Il y a un travail de post-prod. Vous sentez pas du tout que je suis énervé? Ouais, voilà. Non. Bon, allez, Attends, contiens encore un peu. Non, mais si, je crois qu'on a tout dit, là. Gabin, vas-y, lâche-toi. Je vais y aller, mais c'est que déjà, le synopsis initial, c'était très dérangeant parce que les gens du marketing, ou du moins les gens qui ont écrit synopsis, n'avaient pas l'air d'être au courant que lorsqu'on parle de personnes transgenres, on ne mentionne jamais le dead name étant
leur prénom de naissance. Donc venir dire dans le synopsis de ton film, avant Benjamin s'appelait Sarah, en fait non, tu le dis pas. Après, c'était ce truc un peu gênant, enfin du moins la polémique actuelle de se dire qu'un personnage transgenre devrait être incarné par un acteur ou une actrice transgenre pour que ça soit un peu plus vraisemblable. Et donc c'est Noémie Merlan qui a déjà collaboré avec Marie-Castille Mention-Char sur Le ciel attendra, qui incarne donc le rôle de Benjamin. Et Marie-Castille Mention-Char s'en justifie dans les premiers éléments presse du film, en disant qu'il y a encore peu d'acteurs trans en France qui ont l'âge adéquat pour le rôle, qui n'ont pas l'expérience encore. Et donc, elle a, soi-disant, rencontré des gens, mais elle n'a pas trouvé le bon feeling. Par contre, elle a rencontré Jonas Benhamed, qui est donc un acteur trans qu'on a pu voir dans Plus belle la vie, qui était d'ailleurs le premier personnage et le premier acteur trans à la télévision française. Voilà, et donc elle dit Jonas Benhamed est génial, mais du coup je lui ai donné un rôle dans mon film quand même, qui est le rôle de Neil, un pote de Benjamin. Alors en fait Neil, le pote de Benjamin, c'est le caissier d'Intermarché que vous voyez 40 secondes dans le film sur les 2 heures. Oh punaise. Un respect immense pour cette personne, du voilà. coup. Et Marie-Castille, elle se dit, en plus je pense que c'est la première fois qu'on donne un rôle d'homme cisgenre à un acteur trans dans un film, quoi. Du coup la meuf, je vais pas manquer de respect à Madame Mention-Char, même si elle manque beaucoup de respect à la communauté trans dans son film. Pour elle se dit que l'inclusivité, c'est de donner 45 secondes de temps d'écran à un acteur trans en le faisant passer pour un personnage cisgenre. C'est une révolution. Bon, du coup, on a compris que niveau respect, bon, c'est encore, pas j'ai trop pas ça. fini, les gars. C'est pas trop ça. Ouais, je Et les crois filles. Voilà, bon. Mais qu'en est-il du coup du film en tant que film? Ouais, voilà, si on c'est de la merde, élude hein, c'est c'est ça la vraie question, c'est si on éludait toute cette Si polémique. on élude la maladresse, on va dire que Voilà. c'est de la maladresse, on va être gentil. En supposant que le film soit fait avec les meilleures intentions, est-ce que c'est crédible et qu'est-ce que ça donne? C'est un téléfilm TF1 en fait. C'est ce qui est magique, c'est qu'on en parlait tous. Ça se dit en fait tout le monde fait la gueule tout le temps. C'est filmé. On a des plans en hélicoptère sur l'île de Groix parce que oui, majoritairement ça se passe sur l'île de Groix. Je sais pas qui s'est dit putain ça va être magnifique. On va faire notre film sur l'île de Groix. Tout le monde s'en fout de l'île de Groix. Mais on fait des plans promo pour montrer l'île de Groix c'est beau hein, quand même. Faudrait qu'on y aille pour les vacances, chérie. Ça va être cool quand tu vas aller au ciné comme ça. Et donc Noémie Merlan. Là aussi, l'autre argument de Marie-Castille Mention-Char dans le dossier de presse, c'est de dire en fait, il faut que le spectateur croie en la transition et croit que c'est vraiment un personnage trans qu'on a à l'écran. Et en fait, à aucun moment on y croit parce qu'on voit que c'est Noémie Merlan avec une fausse barbe et on sait que sa voix a été retouchée en post-prod. Oui, et ça s'entend. Et du coup, quand tu te dis déjà que c'est la principale attention de ton film et que ça c'est foiré, y a rien qui va derrière. Donc rien que ça va pas, mais alors derrière le scénar c'est rempli des poncifs du téléfilm dramatique de merde où tout le monde fait la gueule, personne n'est jamais content, y a personne qui joue, Vincent Dedienne il est là, il se demande ce qu'il fout là. Soko, en fait, on a l'impression que personne n'assume ce film, et même pendant la présentation, juste avant le film, c'était normalement l'avant-première mondiale du film. On avait l'impression que tout le monde s'en foutait de ce truc. Genre, ils savaient pas quoi dire, ils parlaient à peine du sujet du film. Même la réelle. Elle était. C'est encore pire, quoi. Elle a juste dit qu'elle était contente de montrer le film, elle était stressée, était très 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 stressée. Qu'elle était contente de pouvoir monter les marches l'année prochaine, parce que Ouais. Thierry Frémaux a dit que comme il n'y avait pas eu d'édition cette année, l'équipe du film pourrait quand même venir monter les marches de l'année prochaine. Et Thierry Frémaux a aussi dit qu'on allait se souvenir dans 20 ans du film Le ciel attendra, qui était l'un des précédents films de Marie-Castille Mention-Char sur la radicalisation islamique. Deux islamiste. questions ici. Est-ce que des gens l'ont vu? Oui. Est-ce que comme moi vous l'avez oublié? Oui. Voilà. Voilà. Margot, toi, ton ressenti sur ce A Good Man? C'est compliqué de passer après Gabin quand même, parce que J'ai toujours pas fini. je sais qu'il a pas fini, je sais de quoi il va encore parler. Ouais, mais laisse-nous parler un peu. Je lui laisserai le luxe de De finir. conclure. Je sais sur quoi il va parler, mais c'est vrai qu'au-delà de toutes les problématiques qu'il a soulevées, le film est juste mauvais. C'est très long, c'est très mal joué, c'est très mal filmé, et le fait. Alors, je pense après Gamin tu me diras, mais je pense qu'au début on s'est dit que finalement ça partait
pas trop mal parce qu'il y avait Ouais. il y avait pas tant de soucis que ça. C'était un couple lambda qui s'aimait, etc. Et puis à partir du moment où tu as les premiers flashbacks sur Benjamin avant, tu te dis que oui, en fait, elle s'est totalement foirée parce que ça n'apporte absolument rien. En plus, il y a plusieurs flashbacks qui reviennent sur plusieurs étapes. Donc au début, quand elle est Sarah, quand elle rencontre Aude, etc. Puis t'as d'autres flashbacks sur sa transition, etc. T'as aussi Aude qui disparaît un moment pendant le film. On sait pas pourquoi. Non, mais Si, on sait pourquoi, mais après elle revient quand tout est fini, quoi. Quand toute la merde est passée, elle fait c'est bon, je reviens. Coucou, c'est moi. J'existe. Oui, voilà, justement, c'était ce que Margot disait, c'est cette histoire des flashbacks où il faut à tout prix montrer au public qui ne sait pas ce qu'est la transidentité l'avant-transition. Alors que, comme je disais, quand il s'agit du dead name, il ne faut pas mentionner le dead name, donc par extension, il ne faut pas montrer non plus l'avant, même si ça permet de montrer des choses comme le refus de Benjamin de son corps de femme, enfin voilà, des attributs féminins qu'il refuse, qu'il ne veut pas voir. Je trouve que voilà, c'est des choses qui n'étaient pas nécessaires parce qu'il y avait d'autres moyens de les montrer dans le film, et c'est le cas notamment, on sait que la mère de Benjamin n'accepte pas la transition de son fils, et donc rien que ça, développer un peu plus ça aurait suffi plutôt que de mettre plein de flashbacks surexplicatifs. Parce que sinon tu fais un film sur la transition tout simplement, quoi. Mais là, si ça se passe après, oui, en effet. Et puis surtout la mère, du jour au lendemain, pendant tout le film, on te dit qu'elle accepte jamais le fait que ce soit Benjamin, et alors puis tout d'un coup, boum, appel. Oui, Benjamin, ça va ? C'est bien, on spoil à fond les ballons. Pour ce qui a spoilé. Mais après, bon, c'est, du coup, Thierry Alors, disait, c'est à la fin, elle a un bébé, hein. Voilà. Ouais, voilà. Oui, enfin. C'est que il a un bébé. Ah, pardon. C'est que c'est la transidentité. Oui, c'est le sujet du film. C'est juste que, en fait, la grossesse de Benjamin, c'est une parenthèse dans la transition. C'est aussi, voilà, il faut comprendre que c'est une démarche qui est interrompue momentanément. Et là aussi, c'est la vertu surexplicative de Marie-Castille Mention-Char qui va nous mettre des scènes chez un psychologue qui va dire « Alors, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est contre nature. Parce que quand même, normalement, c'est la femme hein, qui porte l'enfant. Alors, vous savez, hein, là, c'est différent, hein, c'est pas bien. Enfin, Les hommes allaitent maintenant. C'est bizarre, hein. Enfin, voilà, c'est pas ordinaire. Hein. Mais vraiment, l'histoire qu'on comprenne bien que c'est contraire aux valeurs conservatrices. Ouais, le genre de réflexion. Oui, c'est sûr que voir un film sur la grossesse la semaine juste après Énorme, ça fait bizarre. Et voir ce film avec ses gros sabots juste après l'oncle Franck, ça fait bizarre quand même. Marwan, toi, ton avis sur le film? Marwan est dépité. Il est dépité, il en peut plus, Marwan. Il a dormi. Non. Marwan est absent actuellement à cause d'un film qui est vraiment naze. Mais, non, plus sérieusement, je n'ai plus grand chose à dire parce que tout a été dit, mais ce que je vais ajouter, c'est qu'elle a l'élégance d'un taureau sur les plages de Deauville. C'est élégant, Wow. un Les taureau, planches ça de tend Deauville. pas. C'est taureau piscine, quoi. Oui, Ouais, c'est- c'est ça, taureau piscine, tu vas jouer Ouais, ça. enfin, je pense que c'est un taureau qui est mal en point et qu'on Ouais. laisse crever dans le pré. Et ça, c'est une vachette d'Interville sous cortisone, quoi. Voilà. Mais en fait, dans l'écriture de dialogue. Parce que, par exemple, à un moment donné, il y a Vincent de Dienne qui est donc le frère de... Comment il s'appelle ? Benjamin. Benjamin. Et il lui en veut parce que il veut avoir cet enfant. Et il lui dit des choses en mode « Ouais, t'as vu ce qui s'est passé à ce moment-là ?» Et en fait, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, mais là, le personnage de Dienne devient un outil d'exposition où il va donner des détails par rapport au personnage, par rapport à ce qu'il est. Donc, et de l'élégance d'un raton laveur sur la Lune. Non mais vraiment, Ouais, mais il y a la pesanteur sur la lune, Scrap. donc il est élégant. oh, je sais pas. Hein. Et en fait, en gros, il énumère juste des informations sur le personnage. Et c'est souvent ça, c'est souvent des énumérations d'informations où on sent qu'elle a pas cherché un peu à tailler ses dialogues. Et aussi, j'ai envie d'installer quand le film sortira en VOD ou en DVD, un jeu à boire où chacun devra boire un shot quand le personnage sera soit devant la plage ou devant un étendu au regard vide, soit devant un miroir. Parce que devant un miroir aussi, ça arrive Ni très bourré. souvent. Ah, mais alors là, je pense qu'on est tous morts. Hein.
Et après, ça deviendra Last Wars, tu vois. Et, Ah mais c'est vrai que tout le monde fait la gueule, tu l'as dit quoi. C'est quand même un film ça parle de naissance et moi je croyais que c'était un film d'enterrement, que quelqu'un était mort pendant le tournage parce que il y a réellement un enterrement au moment dans le film et du coup, alors je sais pas qui est mort mais je sais que c'était assez important pour que alors même pas en plus. Ouais, si on sait qui est mort. Non mais je sais, mais je veux dire c'était pas un personnage hyper important. Non, enfin c'était juste l'un des patients de Benjamin. C'est tout. Oui, voilà. Après, vu la taille de l'île, tout le monde se connaît donc. Ouais. Et on est tout le monde fait la gueule, personne n'est content. Et tout le temps. Alors qu'on sort d'un film super joyeux juste avant, je veux dire le contraste quoi, qui est encore plus frappant. Mais pourquoi pas, admettons. Et pour te dire à quel point c'est la déprime et tout le monde est mal en point et à quel point ça va pas. Il y a une scène de boîte de nuit. Elle commande un sirop d'orgeat. Waouh! Et pas pour se faire une moresque, hein, tu me l'as confirmé. Ah ouais, non, c'est juste un sirop d'orgeat. C'est vraiment, waouh, c'est la mort, quoi. Et je me plaignais, et je me souviens que je me plaignais hier, The Professor and the Madman, les violons, là, il y en avait trop. Là, il y avait un silence de mort. Bon sang. Mais en plus, tu peux confirmer l'aspect plus belle la vie quand t'as sa copine qui elle parle avec une autre copine en mode et alors la danse, t'en penses quoi de la danse? Et genre vraiment le dialogue où t'as l'impression que on est complètement extérieur au truc aussi. Oui, c'est genre elles sont là, ouais, mais c'est tellement le rêve de danser avec machin. Là, tu sais, nous on connaît pas du tout. C'était peut-être pour passer le test de Bechdel. Ah, je sais pas, mais Tout s'explique. Là, parce que je tenais à rebondir sur la question des dialogues, du moins sur l'écriture du scénario. C'est coécrit avec Christian Zonderegger, qui a été l'un des anciens assistants réalisateurs de Marie Castille Mention Char, qui a fait un documentaire sur la transidentité sur son frère trans. Ah. Et donc tu te dis normalement c'est quelqu'un qui est censé connaître le sujet quoi. Voilà, enfin c'est un film qui s'appelait Kobe et dont le synopsis est aussi plein de conneries qu'on n'aurait plus à dire aujourd'hui parce que le film est sorti il y a quelques années donc c'était un peu avant que tout le vocabulaire autour de la communauté trans change un peu. Mais voilà, on devrait se dire, même Marie Castille Mention Char le dit, j'ai rencontré des personnes trans, enfin voilà, mais voilà. Alors j'ai un petit jeu de mots. Est-ce qu'on peut dire que c'est Marie Castille mention pas très bien? Oh là là. T'as l'impression, tu sais, que t'as un gamin dans le coin qui a pas pu dire. Attendez, il y a une blague s'il vous plaît. Il y a encore combien de podcasts avec Marwan comme ça? Visiblement la semaine. Beaucoup. Je conclurai en disant que conformément à ce que nous disions sur Uncle Frank avec mon camarade Valentin, nous n'avons pas vu le film. Mais on ne compte pas le voir, celui-ci. Mais celui-là, moi, bizarrement, alors, vous l'avez quand même très bien descendu. Et donc, conformément à ce que je disais, je veux dire la même chose. Hein, si vous avez envie de voir le film, c'est que vous n'avez pas bien écouté. Après, il faut se faire son avis. Après, tu peux te faire ton avis. Il faut se faire son avis. Ça vaut l'étaler aussi. Hein. Il faut se faire son avis. Et d'ailleurs, c'est vrai que vu ce qu'il y a demain en face, on verra, on décidera au dernier moment. Allez, sur un coup de tête. Une dernière phrase Gabin pour conclure, parce que tu l'as sur le cœur ce film, et après on passe au suivant parce qu'il faut avancer. Est-ce que tu voulais hurler dans la salle, c'est ça? Oui, j'ai voulu hurler, quoi, mais j'ai dit je voulais en chier de rage, quoi. Et il l'a fait. Et je l'ai fait. Oui, on précise qu'on a croisé Gabin après, et il avait l'air très pressé. Hein. Les toilettes sont condamnées en plus de ça. Mais c'est vraiment ce truc de se dire, Marie Castille Mention Char dit je veux donner de l'exposition à la communauté trans, alors que je prends une actrice cisgenre pour jouer un personnage trans et qui ne représente jamais bien la communauté. Et mon trans. personnage est le seul l'acteur trans qui est là, fait de la figuration. Waouh, bon, on va se calmer un peu avec une comédie. On va adoucir les esprits. Voilà, on va finir la journée de projection. Alors il y avait des documents, des docs à côté, mais là, dans la grande salle principale, la séance étoile, la séance VIP de ce soir. C'est les deux Alfred de notre ami Denis Podalides. Bruno, c'est l'autre. Oh là là, je les confonds. Oh là mais il y a Denis dedans. Mais il y a Denis dedans. Donc c'est un peu un film de Denis aussi. Il a rattrapage au branche numérique. Non mais je te l'accorde, il l'a même coécrit avec son frère. Hein, donc c'est ça. Qui s'est rattrapé aux racines. Et un petit extrait. Merci Boldo, alors merci. Merci, vous savez que vous m'avez sauvé. Et alors Gabriel, c'est la 5e fois qu'il attrape
La queue du raton laveur. Ah. Ça, il tournera dessus. Dis donc. Ah, le voilà. Bravo, Gabriel. Papa est là. Il y a ma voiture qui s'est auto-verrouillée avec mes clés et mon portable à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour, monsieur. Alors, Séverine qui est ma binôme, et voici mon ami, mon guide, mon philosophe personnel, monsieur Marcin Boldo. Bon, on a une conf call dans 12 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Appeler un garagiste, hein, ils savent très bien faire ça, hein. C'est plus simple. La voiture ne veut pas vous ouvrir? Non, je lui hurle dessus, elle ne veut plus rien entendre. Elle ne veut plus rien savoir, je sais pas. Je peux communiquer avec elle par texto, mais là, j'ai plus mon téléphone, j'ai pas le numéro. Bon, passez-moi votre portable, là, que j'essaie de trouver le numéro du garage. Non, zap! Ah, Sandrine Kiberlin qui gueule ASAP comme ça en fin de phrase, c'est toujours mignon. C'est ça. Les deux Alfred, ou French Tech en version internationale. Un nom qui colle beaucoup plus, je trouve, au film. Mais ça, cet extrait qui ne collait pas du tout à ce qu'on a vu pour Ah, mais je sais pas, oui, mais c'est les extraits qui traînent. Écoute, alors, on l'a piqué à Angoulême, celui-là d'extrait. Voilà. Voilà, les coulisses du podcast. Et donc, Denis Podalides, voilà, il est bien dans le film, voilà. On l'a entendu, il cherchait son fils Gabriel qui a attrapé la queue du raton laveur. Moment très important. Voilà, super important dans le film. Le raton laveur dans la lune, comme le disait Marwan tout à l'heure. Voilà. Tout est lié. Tout est lié. Donc, il joue Alexandre, un chômeur déclassé qui veut prouver à sa femme qu'il reprend sa vie en main et qu'il est proactif. Hein. Et donc il cherche du travail activement tout en s'occupant des gamins parce qu'elle est sous-marinière, elle est pas là, hein. Donc il est à la maison et il doit chercher du taf en même temps et il trouve un travail dans la boîte qui s'appelle The Box où il fait des trucs qu'il sait pas trop et c'est une espèce de start-up où on a toutes les images de la start-up. C'est une espèce de grand loft, un grand hangar avec une table de ping-pong, des chaises, on fait des soirée galette des rois et surtout on est très libre, hein, on se donne sa propre mission, se donne son propre salaire, mais il y a une règle, pas d'enfants et d'être dispo totalement H24 aussi, hein. Oui aussi, bah ça c'est la Startup Nation, ça. Voilà. Et un truc, alors je sais pas, alors attention, c'est une vanne, c'est peut-être un truc qui est propre à la Startup Nation ou en tout cas à toute la représentation qu'on en fait dans les films, mais c'est encore une fois une entreprise qui est tenue par un gros con. On le dit jamais assez. Bah alors là, il se trouve que c'est l'entreprise qui est comme ça. Alors donc on a Denis Podalides, je l'ai dit, qui est le héros. On a Sandrine Kiberlin qui est son N+1. Bruno Podalides qui joue mec qui croise comme ça. Et c'est vrai qu'il le croise comme ça et le mec il te l'intègre dans sa vie mais en 2 secondes quoi. Hein. Voilà, c'est un mec il rentre comme ça et il fait tous les petits boulots de l'ubérisation actuelle. Il recharge des drones, il fait taxi, il va chercher des trucs à droite à gauche, il revend sur eBay des invendus. Donc c'est le Jonas Benhamed de Podalides, quoi. Ouais, mais il est bien présent. C'est pas par gentil contre, pour Jonas, pardon. Voilà, donc c'est un peu ça fait penser un peu à Effacé historique en salle actuellement, normalement. Toujours avec Denis Podalides d'ailleurs. Ouais, c'est un sujet qui devait lui tenir à cœur. Il a dit qu'il voulait jouer dans tous les trucs qui déglinguaient la technologie. Je sais pas. Et en tout cas, voilà. Et autant on avait un côté consommation avec Effacé historique, là on est plutôt sur le côté entreprise, monde du travail. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la Startup Nation? Zebati. Ben vas-y. Zebati, bon, laissons parler celui qui n'a rien dit pour l'instant. Puisque tu as vu le film. Oui, j'ai vu. Oui, celui-ci, je l'ai vu. Bonsoir. Oriente-le vers toi. Alors, donc ce film-là, je l'ai vu pour une fois. Bonsoir Valentin. Mais qui êtes-vous déjà? Et du coup. C'est vous, Quentin? Oui. Ah, ça va être... Donc, alors, un film quand même très gentil, effectivement, dans la lignée d'Effacé historique qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, j'ai pas grand chose de particulier à dire dessus, sinon que j'ai bien aimé toute la gestion des setups et des payoffs des vannes du film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui suffisent, par exemple dans toutes les missions d'ubérisation de notre cher comment il s'appelle déjà le personnage de Bruno? Il a un nom à dormir debout. Bon, le personnage joué par Archimboldo. Archimboldo. Et pourtant, je n'ai pas vu le film. Archimboldo, du coup. Et donc, il a tout plein de petites missions à la con et qui, au final, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vont donner des vannes qui sont pour le coup plutôt bonnes. Et une
c'est un léger spoil, mais que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est que les drones sont quand même très défaillants dans cette ville. Ils ont des soucis. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont utilisés comme des trottinettes. C'est-à-dire que tu les C'est utilises et ça. après tu les lâches au milieu Et de la donc, rue. donc ils tombent au milieu de la rue et au final ça lui donne un bon gag à la fin sur le fait qu'il est juiceur de drones, c'est-à-dire qu'il fait le tour de la ville pour récupérer ses drones et les recharger dans un appartement qui est absolument minuscule. Pour le coup, il y a une bonne gestion des setups et des payoffs sur les vannes qui rend le truc vraiment très plaisant. Ce qui est bien, c'est qu'il utilise même le vocabulaire de la Startup Nation. Du coup, j'ai rien compris. Mais je crois que c'est le but, ouais. Merci. Thierry. Bah ouais, non, c'est vrai que c'est super cool. Moi, j'avais peur de certaines faiblesses d'écriture, notamment quand j'ai vu le personnage de Sandrine Kiberlin arriver. J'ai beaucoup pensé à Poisson Sexe. Et la critique... Oh yeah. Vas-y. Non. Attention, si je le redis une fois que tu chantes, tu vas jusqu'au bout. J'ai beaucoup pensé à Poisson Sexe, donc, et au personnage de la chef de projet, qui était l'archétype de la nana qui est froide, calculatrice. Vu qu'elle a réussi, elle écrase forcément tout le monde et elle ne se représente que par cet archétype. Et j'ai eu très peur qu'au début on fasse ça avec Kiberlin. Bon, Kiberlin qui le joue à la perfection parce qu'elle a ce côté justement très glacial qui passe très bien. Mais on éclate les couches du personnage au fur et à mesure, on le développe et ça fait qu'elle devient tout aussi attachant que le duo. Tu te dis pas juste c'est la boss chiante. Et ça c'est super cool. Non, il y a de l'écriture, c'est très sympa. Moi j'ai trouvé ça peut-être un peu trop léger. C'est vrai que ça voulait dénoncer des choses, mais ça voulait le faire sur une espèce de comédie un peu lunaire. Et bon, après c'est juste un ton qui moi me parle moins. J'aime bien quand c'est plus arrangé. On parle des faciles historiques que j'ai beaucoup défendu. C'est vrai que ça parle à peu près des mêmes choses, mais avec un ton qui est moins scénique, moins caustique. Mais ça s'inclut très bien dans ce que fait Podalides, donc dans Comme un avion, dans toutes ces choses-là où il est dans son espèce de petite bulle pleine d'espoir. En fait, lui, il montre vraiment l'humain derrière la machine et il se dit de toute façon, quels que soient les tenants, quel que soit ce qu'on a à dire, quelle que soit la société ridicule qu'il y a autour de nous, on vit des petites histoires. Donc au final, il nous fait une petite rom-com, il nous fait ces petites histoires d'amour, il nous fait ces petits gars qui vivent leur vie avec leurs gosses et c'est mignon comme tout, en fait, tout du long. Oui, une comédie mignonne, une comédie, ouais, mais à la fois qui nous perd un peu. Voilà, pendant que ça fait des selfies, coucou, voilà, on fait des coucous pour les stories, voilà, tout va bien. Ben oui, non, effectivement, mais alors ça joue beaucoup sur l'absurde de la situation, l'absurde de ce langage, de cette novlangue de la French Tech justement, de la Startup Nation. J'ai pas entendu ce terme-là, mais il était pas loin. À chaque phrase, on n'était pas loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le titre French Tech collait tellement mieux à ce film. Et on est dans un tel absurde, même un tel kafkaïen par moment, dans tous ces langages, dans tous ces modes de gestion. C'est genre on est très libre, mais en fait on s'enferme tout seul dans ce mode. Il y a un mec qui dit je suis mon propre patron. Le mec il est chauffeur, il est chauffeur VTC. Je suis mon propre patron, c'est bon. J'ai roulé 14 heures d'affilée. Je m'arrête quand je veux. Et qui s'endort au volant. C'est que des trucs comme ça, et à tel point qu'il y a des situations absurdes, du coup. Il y a des situations comiques d'absurdes, et quand elles arrivent, eh ben, elles paraissent normales. Elles paraissent même plus absurdes. On en arrive à ce point-là, carrément. N'est-ce pas, Marwan? Je te vois. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un faux futur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a transformé vite fait les trucs, mais c'est les mêmes problématiques. Tu vois, t'as un peu ce côté où ouais, on a l'impression que ça va arriver, mais en fait, on est déjà dedans. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on reconnaît ces situations, parce qu'elles existent en ce moment même. C'est pas on verra et c'est rigolo parce que, voilà. Je trouve que c'est un faux absurde, si tu vois ce que je veux dire. Dans la mesure où, en fait, on vit dans cette absurdité. Ah oui, tout ça existe. C'est-à-dire que le coup des drones, là, on parlait des drones, oui, ça existe avec des trottinettes. Hein. C'est exactement c'est totalement ça, tu vois. Et puis même, cet aspect genre, les combats de drones, moi, ça me faisait penser à un épisode de South Park, par exemple, tu vois, quand il faisait taper genre des sortes de petits trucs. Il y a des drones gladiateurs. Ouais, des drones gladiateurs, tu vois. Mais ouais. Et non, c'est un film vraiment plaisant, où on rit du début à la fin, et mais qui est quand même assez, en y repensant, très codifié, et on sent la patte UGC. Et vraiment, c'est ça moi qui me dérange un petit peu. J'y pense de plus en plus, dans le sens où la rencontre tout simplement entre les deux personnages, entre Denis et son frère, Bruno, se fait tellement de façon incongrue, qui est propre à la comédie,
que ça... Et en plus, ça se vouvoie tout le temps, ça me saoule. Je te jure, c'est un truc qui m'énerve, le vouvoiement constant, c'est quelque chose qui me fatigue parce que c'est juste du faux semblant et ça a d'intérêt que de le faire par principe dans la comédie. Je te rejoins sur le côté comédie UGC, moi c'est vrai que j'ai trouvé ça très codifié, et c'est un petit peu ça aussi le problème que je reproche à Podalides en général, c'est que ces films sont des petits moments de plaisir un peu hors Totalement. du temps, mais qui, même si ça a un fond qui est pas inintéressant, le développe pas tant que ça, et du coup, ça s'oublie très vite. Par contre, c'est vrai que quand je vois qu'il arrive toujours à être aussi lunaire, à être aussi dans son univers un peu fantasmagorique et tout ça, bah j'ai envie, alors que je l'avais pas ignoré, mais j'avais pas eu envie de le voir sur le moment, de voir ce qu'il a fait avec Bécassine. Voilà. Et je me dis, quand je vois cet univers-là, finalement, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a fait avec ça. Pourquoi pas, hein. Mais ouais, non, On dérive, mais voilà. C'est un bon film et qui pour le coup a fait rire énormément de monde. Et puis aussi une mention spéciale au voisin de derrière qui m'a cassé les pieds pendant un moment parce que tu rigolais trop fort. Non, dans le sens où c'est au début quand il donne ses qualités, il donne les qualités à l'autre et à chaque fois qu'il en donne une, alors en mode je suis honnête, il fait faut pas dire ça. Et puis à chaque truc Le mec est RH. Oui, c'est ça. Le mec il est trop à fond dans le film. Je suis genre ça ça j'aurais pas dit non plus, tu vois. Et genre avec une petite voix qui passait dans mon oreille, il commente ça m'énervait absolument tout. Ah oui, c'est insupportable. C'était le bureau des plaintes. Allez, on finit avec les documentaires, les petits bonus. Oui, parce que pendant qu'on allait voir les films forts, hein, le cœur de la compète, là on allait au front, et bien il y en a qui ont pris les petits chemins de tournée. T'as 2 points de dire, les films de bonhomme, quoi. Les films de bonhomme dans lesquels Kirk Douglas a joué après Van Gogh. N'oublions pas. Ah bah Goodman, c'est un film de bonhomme, hein, ça. Film de bonhomme, n'oublions pas qu'aussi on a vu les couilles de Nick Nolte, je veux dire. Oui. Il y a du bonhomme. Ça c'est dans The Last Word, ouais, effectivement. Tu dormais pas encore. Bon, ben là on a du doc. Alors je ne sais pas si vous avez vu les couilles de Nick Nolte du coup dans le doc, mais vous allez me le dire. C'est la thématique du jour, la problématique, la question. Non, on va pas. Les non. couilles. Margot, vous êtes allé voir. Alors je dis vous parce qu'il y avait Thierry à côté. Parce que attention, Marwan s'énerve quand ça vous voit. Hein. C'est ça. Non, je dis parce qu'il y a un groupe. Faites gaffe. Hein. Le groupe des dissidents, Margot, Thierry. Vous êtes allé voir. Et Quentin. Et l'invisible. Et Quentin, j'y étais aussi, j'y étais. Non, ça veut pas, ça Le veut mec pas. du fond là-bas. Valentin. Oh là là, mais oh, ça va. Hein. Bon. Vous étiez allé voir donc le doc The Last Hillbilly, une histoire de bouseux, quelque chose comme ça. Ben, c'est pas ils se décrivent eux-mêmes comme tels, que je veux te dire. Ben, c'est pas ce que ça veut dire, Hillbilly, C'est sympa non quand on va envoyer ça à l'attaché Hillbilly, presse. ça veut exactement dire bouseux. C'est vrai qu'on peut pas Un dire doc d'autre, ouais. de Diane Sarah Bousgarou et Thomas Jenko. C'est ça. Alors, The Last Hillbilly parle de ce qu'on appelle aux États-Unis les hillbillies, qui sont des Américains qui vivent dans les Apaches et qui, textuellement, ça veut dire plouc, bouseux, etc. Donc c'est les rednecks plus. C'est les rednecks Ah ouais. plus qui vivent en communauté vraiment à l'autre bout du monde, Enfin voilà, et donc du coup les 2 cinéastes qui sont français ont en fait rencontré un homme qui est un hillbilly qui s'appelle Brian, qui les a en fait invités en gros à partager sa vie et à découvrir en fait ce que c'était en fait de vivre comme ça. Et en gros, le documentaire retrace un peu sa vie. Alors, c'est divisé en 3 chapitres, où en gros, au début, on parle de l'héritage familial, on parle de sa vie, etc. Puis après, ça parle un peu plus de ses enfants. On est en train de perdre Gabin. Je crois que Gabin pense que le film se passe dans une cuisine et c'est pour ça qu'il rigole. Pardon. Je peux plus. Il est quasiment 2 heures. Laissez-moi dormir, bordel. justement, on en finit le plus vite possible. Oui, donc du coup, non mais c'est un documentaire très très intéressant sur une communauté de personnes qu'on ne connaît pas, qui n'est pas représentée au cinéma et qu'on veut faire passer pour des gens totalement incultes, violents, etc. Alors que pour le coup, le personnage de Brian dans le documentaire n'est absolument pas comme ça. C'est quelqu'un qui en fait qui écrit des poèmes et du coup en fait tout le documentaire est ponctué de ces poèmes qu'il écrit et qui reflètent un petit peu l'état, pas seulement des États-Unis qui va de mal en pis, mais peut-être aussi un petit peu plus
global et qui reste quand même un film, un documentaire en tout cas assez pessimiste, même si sur la fin il essaye de nous montrer une petite lueur d'espoir avec ses enfants qui veulent encore y croire à un monde peut-être un peu plus meilleur. Qui sait. Ça reste excessivement mortifère dans la manière dont on nous montre surtout la nature, plus que, enfin, l'espoir va se trouver autour des personnages humains qui vivent là et qui se disent on va quand même essayer de vivre avec et peut-être de faire quelque chose avec ce qu'on peut. Plus les enfants que le personnage principal. Oui, voilà, oui, clairement, les enfants, voilà, c'est ça, la nouvelle jeunesse, oui, voilà, c'est ça. La fougue, la vigueur, la fraîcheur. Après, c'est ce qu'il explique dans la première partie aussi du documentaire, c'est qu'il a perdu son frère. Ouais. Enfin, il est entouré par quelque chose. Ah non, mais il a une vie de merde, hein, le oui. gars. Oui, clairement. Et puis, même aux États-Unis, les États-Unis connaissent problèmes de classe sociale, de pauvreté, de violence, etc. Même depuis les élections Trump, parce qu'il faut savoir qu'ils ont commencé à filmer avec lui à partir de 2013 quand ils l'ont rencontré. Donc voilà, on sait tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on peut comprendre que, à son âge, il puisse se dire que oui, on est dans un monde de merde. Et pour le coup, il y a une scène assez drôle et triste en même temps autour d'un feu de camp où il dit texto à ses enfants, on est dans un monde de merde, vous allez jamais y arriver, vous serez jamais heureux, etc. Chouette. Oui, très chouette. Et puis quand tu vois les images de nature, où ça t'entame sur des animaux qui sont en train d'à moitié crever, parce que il y a plus d'eau, il y a plus rien, il y a plus de ressources, tout est empoisonné, la terre est merdique, Monsanto c'est génial, ça donne vachement envie. Bon. Par contre, la photographie est absolument magnifique dans ce film. Franchement, même le travail de la musique, etc. Et sur ces pauvres animaux, effectivement, le film commence sur... J'ai une grosse peur d'ailleurs quand c'est sur des formats qui étaient très petits, c'est-à-dire d'une image toute petite, des images verticales filmées au téléphone, qui ont certainement été données à l'acteur principal d'ailleurs, du coup, qui était tourné par l'acteur principal. Oui, c'est tourné par lui, oui. Donc il y avait ça qui était un peu effrayant, mais qui ancrait tout ça dans le réel. Et après, par contre, une fois qu'on arrive dans le vrai film, on a des transitions absolument magnifiques. D'abord sur un gant qui est laissé abandon, qui finit sur une rivière, mais à l'emplacement exact, c'est un foutu bon travail quand même pour juste une ouverture de film quand même. Allez, on est autour de l'heure de l'enregistrement, donc on va assez vite sur le dernier. Leap of Faith, William Friedkin and the Exorcist. Documentaire sur le mythique film d'horreur, réalisé par Alexandre O'Philippe. Oh, Philippe. Ouais, on a vu ça. Alors, c'était un documentaire qu'on attendait quand même pas mal. On était 3 à l'attendre. Bon, Marwan qui a pas pu venir avec nous, qui le rattrapera peut-être. J'ai envie de pleurer déjà. Bah ouais, et on est sorti assez circonspect. Bah déjà, ouais, enfin, nous, la question qu'on se pose, c'est déjà pourquoi William Friedkin. Sa filmographie est pas intéressante, ses films sont assez mauvais, L'Exorciste c'est de la merde. Ok, je me casse. Là, pour le coup, il y a d'avoir la porte qui claque. je me suis demandé combien de temps allait te le dire. Alors en réalité, on fait croire à Marwan depuis le début de la journée que le film était nul, mais en fait, on s'est éclaté, c'était génial. Ça serait extraordinaire, ça. Hein. Ça serait extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Mais non. Mais si, le film est génial. Le film est génial. Pardon. J'ai envie de pleurer. Vraiment. Caméra cachée du jour. Alors, flashback. Donc là, mais oui. Ça, c'est vraiment des tordus. Hein. Bon, alors il y a un côté un peu malhonnête quand même dans la démarche. C'est quand même William Friedkin sur un canapé qui parle. Au coin de l'œil de Marwan. Ça brille. C'est William Friedkin sur un canapé qui parle de tout ce qui tourne autour de l'Exorciste. Donc c'est ses versions à lui, les trucs les controverses qu'il a pu y avoir, il les aborde à peine. Tout est aussi pour sa glorification. Mais il a son espèce de ton toujours très ordurier, très rentre dedans, très je vous emmerde tous et je vous dis les choses qui font que c'est un objet mais passionnant quoi. Regardez. C'est ça. Et puis alors, je suis très client, c'est quand même Alexandre O'Philippe qui l'a fait, qui fait d'excellents documentaires sur le cinéma. Il l'avait montré avant sur Psychose et sur Alien. Et même si c'est un documentaire, il a un sens de la narration qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il arrivera toujours à très bien illustrer les propos de Friedkin, notamment sur le passage avec Max von Sydow qui n'avait pas joué sa scène, qui est très bien illustré derrière avec d'autres de ses performances qui pouvaient coller et on ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Et on arrive à passer sur tous les éléments de fabrication du film d'une manière extrêmement fluide. C'est-à-dire que l'enchaînement entre l'écriture et la musique se fait avec une transition qui se ressent même pas. C'est très bien raconté, très bien monté, très bien mis en image. Et c'est vraiment intéressant pour quiconque n'a vu aucun des films de Friedkin parce qu'il aura forcément envie de s'y intéresser. Ah oui, parce qu'il nous montre pas que des images de l'Exorciste et à chaque fois les plans choisis pour les autres sont fantastique, c'est ça. Donc il y a
gros intérêt pour sa filmographie, pour le bonhomme, parce que je m'étais jamais aussi intéressé à ce qu'il avait à lui-même et sa façon de travailler, qui est pour le coup vraiment impressionnante. Ouais. C'est foutre des points, des coups à ses acteurs, tirer des coups de fusil. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, il en parle, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est des choses qui font partie aussi de certaines controverses. Bon, là, des choses qu'il a préféré garder secrètes. Mais c'est vrai que oui, le côté t'arrives pas à chialer. Viens, tu me fais confiance, oui. Tiens, je te décolle un gros point dans la gueule. Action. C'est fantastique. Et en plus, si je te sors ça, il en est fier, quoi. C'est ça. Et non, et c'est surtout, oui, on a fait croire à Marwan que Friedkin était grabataire, vieux, que c'est pour ça qu'il tournait plus. Non, le mec est une boule d'énergie. Oui, d'accord, voilà. Il est surexcité sur son fauteuil. Forme, hein. Bah, voilà. Le mec est quand même tranquille, posé, il parle de ses films et il hurle, hein. T'as l'impression qu'il est en train de le défendre, que c'est la promo, qu'on est en 74. Il est à fond la caisse. C'est génial. J'ai rarement vu quelqu'un parler de ses films avec autant d'entrain 40 ans plus tard, quoi. Donc fonce mercredi, tu seras pas déçu. Foncez Bah quand oui. il repasse. Ouais. Il passe mercredi. En plus, il y avait un documentaire qui a été tourné en 2017 où il parlait de sa carrière. Et je me disais, c'était bizarre qu'en 3 ans, ils deviennent comme ça, quoi. Après, ça arrive des fois, hein, à cet âge-là. Mais On t'a bien eu, poil. Merci Thierry. Mais ouais. C'était notre débrief sur les films projetés ce dimanche 6 septembre. C'était un beau programme, mais il y a encore de très beaux films demain. Avant de se quitter, quelles sont vos attentes pour lundi ? Merci Thierry. Toujours aussi précis. Première vache. Margot. First Cow de Kelly Richard, parce que j'avais beaucoup aimé ses autres films. Il y avait Certain Woman qui était passé à Deauville il y a 3-4 ans et que j'avais beaucoup apprécié. Et donc du coup, à voir ce que ça va donner. Film en compétition. Pareil, Pareil pour Gabin. rien à dire de plus. Marwan, des attentes ? Vive les vaches. Love is de Eleanor Coppola. Marwan est célibataire. Ça, je sais même pas de quoi parle le film, mais il y a Eleanor Coppola qui réalise quelque chose, je suis trop ravi, c'est quoi. pour ça. Parce qu'en plus, j'avais fait comment on appelle ça, une petite reco la dernière fois. Bah, c'était son film, en fait, c'était son documentaire sur Apocalypse Now. Donc alors là, oui, on est heureux. Que du bonheur, que de la joie. Valentin, une reco ? Une attente, le Coppola et puis l'oncle Franck que vous avez tous à peu près bien vendu tout à l'heure. Donc Oui, qui Et puis repasse Goodman. demain. Qui repasse demain, oui. Et éventuellement pas Goodman le soir. quoi. Mince. Mince alors. Bien. Ah, Thierry, une Alors, attente, oui. Je vais avoir la même que Valentin, c'est Uncle Frank que vous m'avez bien vendu. Et éventuellement, alors ça va dépendre si le planning s'y accorde, il y a le documentaire Kubrick par Kubrick qui me tente quand même vachement. Ça peut être sympathique. Ouais, C'est très bien, ouais. Qui Je était te déjà conseille passé aussi. sur Arte aussi, Ouais. que vous pouvez peut-être récupérer. Je sais pas s'il est dispo actuellement. Oh, si on peut le voir sur grand écran, c'est toujours sympa. Oui, après, oui, c'est vrai que c'est des extraits de Kubrick, c'est toujours sympa. En fait, de ses films. Et de sa voix, parce qu'à la base, c'est un enregistrement avec Michel Simon. Donc en gros, c'est très bien illustré, et vraiment, c'est passionnant. Très, très beau programme. C'était Certain Lama Deauville, un épisode spécial de Certain Lama Show. Merci l'équipe, merci Margot, Mais de rien. merci Valentin, De rien. merci Gabin, De rien. merci Marwan, Merci Thomas. et merci Thierry bien sûr. Merci à vous. Je précise que Marwan est toujours disponible. Il donne son numéro et... Alors au 07, un bip, C'est bip, la bip. box. Moi aussi. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour nous soutenir, Il donne des sous. Ouais, alors, c'est une blague dessus, bien sûr, mais pour soutenir l'émission, abonnez-vous et laissez un commentaire dans votre appli de podcast préféré. Avec un mandat de prélèvement CEPA, s'il vous plaît. Oh oui, votre numéro de carte bleue aussi, ça peut être Un chèque à blanc. pas forcément. Chéquier entier. Pas forcément, non. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, @clac_podcast, CLAAC, 2A. Hein. Est-ce que vous Podcast. êtes sur OnlyFans aussi? TikTok. Oui, c'est moi qui montre mon Pinterest. corps. Ah merde. Voilà. Ah non alors. Donc le ça a un ending c'est public, super important et j'ai toujours des mecs qui viennent le parasiter et là en plus je peux pas le couper donc c'est vraiment génial. Je vous adore. Vous êtes vraiment super au taquet. Ça fait vraiment plaisir. Merci. On se retrouve demain si tout va bien. Parce que Si nous ne trucident personne pas n'est mort. juste après la fin du podcast. si on n'est pas invité dans une soirée VIP, peut-être, qui sait.
C'est ici la Oui, soirée donc on VIP. sera là demain. Donc on sera là demain, vous inquiétez pas. Voilà, bon, très bien. On n'est pas encore payé par OCS pour dire du bien de Bad Education. Donc Oh, ça balance. Donc demain on en parlera, mais on dira vraiment ce qu'on pense. Voilà. Avec si on arrive à y entrer. Oh, un lundi. Ça devrait marcher. À demain, matin, puisque c'est le matin, du coup. Bisous. Bisous. Bisous.